L'essentiel, c'est que si chacun d'entre nous, avec nos différences, on prend ici un couteau, on s'ouvre le doigt, eh bien en fait on comprend que nous sommes tous frères parce que le sang qui coule dans nos veines a la même couleur. Et c'est le message, je pense, qu'il convient de retirer d'aujourd'hui. Et je voudrais parler de notre après-midi avec, avec mon cher ami l'imam de Drancy Hassan Chalgoumi, avec l'imam de Beyrouth Al-Husseini, avec Mohamed Izad Khattab. Nous nous sommes rendus à l'hôpital de Jette pour rencontrer une victime, un survivant, un rescapé de l'attentat du 22 mars, qui a endeuillé notre pays et qui a tué plus de 30 personnes, 30 innocents. Et en fait, les terroristes, ils frappent sans demander la carte d'identité, sans demander la confession, sans demander le nom, puisque des juifs, des chrétiens et des musulmans ont été victimes de cette folie, de cette barbarie djihadiste. Et donc nous avons été voir Walter Benjamin, que beaucoup d'entre vous, en tout cas ici belges, connaissez, même au-delà de nos frontières, puisque c'est devenu naturellement, ça s'est fait comme ça à travers les médias, il est devenu le porte-parole des victimes. C'est quelqu'un donc qui, et là aussi il y a tout un symbole, c'est quelqu'un qui allait à l'aéroport ce 22 mars et il se rendait en Israël, il allait rendre visite à sa fille. Le terroriste était juste derrière lui. Il s'est fait sauter, il a tué, il a emporté plusieurs personnes dans sa folie meurtrière. Heureusement, Walter en a réchappé, mais il a perdu sa jambe gauche dans cet attentat. Et donc cette personne, belge, juive, qui se rendait en Israël voir sa fille, la première personne qui est venue vers lui le sauver, c'était un technicien de l'aéroport, de Bruxelles Airport, qui était présent ici aujourd'hui, qui s'appelle Hassan, belge, musulman. Et cette personne lui a sauvé la vie. Et aujourd'hui, cette personne, Hassan, est devenue sa deuxième maman. C'est une personne qui, quand je vais le voir à l'hôpital, est toujours là. C'est une personne qui lui amène tous les jours à manger. En plus de la bonne nourriture, puisqu'il s'agit de la nourriture marocaine, et moi-même, ma mère étant marocaine, je peux vous dire qu'on mange très bien au Maroc. Et cette personne, Walter Benjamin, au-delà d'être devenu le porte-parole des rescapés, même au-delà des victimes des attentats, il est aussi devenu le porte-parole des jeunes bruxellois musulmans. Puisque lorsqu'il a été interviewé au lendemain ou au surlendemain de l'attentat, il a pris la défense de nos jeunes concitoyens de confession musulmane. Il a dit, ne voyez pas dans ces jeunes des terroristes, parce qu'il faut reconnaître, c'est une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque vous voyez des jeunes de confession musulmane qui sont typés, eh bien, de plus en plus de Belges, ou même au-delà même d'Européens, voient en lui un terroriste. Il m'est arrivé un jour dans un avion, je prends un avion, il y a 3-4 jeunes un peu athlétiques, typés, maghrébins, qui rentrent dans l'avion. J'ai vu une femme à côté de moi se faire le signe de croix. Elle pensait que c'était son dernier voyage. Et donc, on ne peut pas rentrer dans ce jeu-là. D'abord parce que c'est injuste, et aussi parce qu'on rentre dans le jeu du théoricien de tout cela, de l'artisan de tout cela qui était Oussama Ben Laden. Je me rappelle, lors d'une de ses interviews, il a dit « Mon objectif est de faire que chaque non-musulman voit en un musulman un terroriste. » Nous ne pouvons pas donner raison, même post-mortem, à Oussama Ben Laden. Nous devons nous battre contre cela et comprendre qu'il y a une seule chose qui compte. Et je rejoins ce que M. Hadji a dit. Et je me retrouve très fort dans cette phrase que je répète régulièrement, c'est que nous ne pouvons pas juger les gens en fonction de ce qu'ils sont, en fonction de ce qu'ils sont à la naissance. On ne peut pas juger une personne sur sa couleur de peau. On ne peut pas juger une personne sur sa carte d'identité. On ne peut pas juger une personne sur sa confession. Nous devons juger les gens en fonction de ce qu'ils font. Mon père, lorsqu'il a eu 12 ans, on lui a collé une étoile jaune sur la poitrine, ici, à Bruxelles, à quelques kilomètres d'ici, parce qu'il était condamné à la naissance. Nous devons prendre les leçons du passé pour que ceci ne se reproduise plus, parce qu'il faut être conscient d'une chose. Vous avez d'un côté les djihadistes, vous avez d'un autre côté l'extrême droite. L'un se nourrit de l'autre. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Et à ceux qui seraient tentés de lutter contre les djihadistes en basculant dans l'extrême droite, il faut qu'ils se rappellent une chose, on ne guérit pas la peste djihadiste avec le choléra d'extrême droite, car on meurt des deux. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons
enfin, moi je suis ravi de me retrouver avec vous tous ici. Nous avons certainement nos différences, nos divergences d'opinion, mais comme je pense, monsieur Hadji, non, comme mon ami Hassan Chamdoumi l'a dit, c'est pas important, c'est même un luxe, c'est un luxe de la démocratie. En démocratie, on peut être en désaccord, mais il faut respecter le désaccord, il faut respecter l'altérité, il faut respecter la diversité, et de là on comprendra que on va s'enrichir de cela, que ça va nous apporter quelque chose. Je pense que nous tous ici aujourd'hui assis autour de cette table, eh bien nous sommes une illustration de ce vrai vivre ensemble, pas le vivre ensemble qu'on retrouve dans les discours politiques et qui est un slogan creux, le vrai vivre ensemble. Le vivre ensemble, pas en théorie, mais le vivre ensemble mis en pratique. Et j'espère que la télévision Al-Mouatin, qui est promis un grand avenir international à travers cette caméra, pourra retransmettre ce message et que nous aurons demain, à travers la Belgique, l'Europe, beaucoup d'imams Chalgoumi qui se lèveront courageusement au péril de leur vie, beaucoup d'imams Al-Husseini qui se lèvent au péril de leur vie pour délivrer un message de paix. Et je voudrais terminer juste en un petit message par rapport à notre invité d'honneur, le Cheikh Abdallah, et à mon ami Ahmed Al-Dosseri, qui était jusqu'il y a peu ambassadeur du Bahreïn à Bruxelles. Le Bahreïn est aussi un exemple de cela. Le Bahreïn est un tout petit pays. Le Bahreïn, c'est 750 km². Vous prenez Bruxelles, Namur, Tournai et Gand, vous les mettez ensemble, c'est ça le Bahreïn. Mais je ne pense pas qu'il faut voir les choses de manière quantitative, il faut voir les choses de manière qualitative. Pour m'être rendu moi-même au Bahreïn il y a quelques années, en visite officielle, pour rencontrer les membres du gouvernement et pour rencontrer aussi la rue bahreïnie, j'ai vu ce qu'on ne voyait pas spécialement dans les médias. C'est-à-dire j'ai vu un pays où on vit librement, j'ai vu un pays où juifs, chrétiens, musulmans peuvent aller librement pratiquer leur foi. Moi, je pense avec nostalgie et même jalousie lorsqu'on me parle des synagogues, des 2 synagogues au Bahreïn qui ne doivent pas avoir de policiers devant la porte, mais je suis un petit peu jaloux de ce qui se passe dans votre pays, votre Excellence, parce que nous, eh bien, moi-même, lorsque je vais dans une synagogue, je dois passer, j'ai l'impression de rentrer dans une caserne militaire. Alors, c'est très bien que les militaires soient là pour protéger les synagogues, mais c'est dramatique qu'on doive en arriver là. C'est quelque chose, ce n'est pas normal. Et donc, le Bahreïn est aujourd'hui face à, déjà depuis quelques années, face à une menace existentielle. C'est très clair, vous avez une volonté hégémonique de l'Iran voisin, qui voit d'ailleurs le Bahreïn comme une province, la 14e province de l'Iran. Elle considère le Bahreïn ainsi. À ceux qui croiraient que, à la limite, ce n'est pas très important, parce que le Bahreïn est un petit pays, que c'est anecdotique, qu'ils relisent, qu'ils retournent dans les livres d'histoire et qu'ils se rappellent le sort qu'on a fait en signant ces infamants accords de Munich en 1938, où on a sacrifié la Tchécoslovaquie sur l'autel de la paix. On a vu que ça n'a amené que la guerre d'une part, et d'autre part, il faut comprendre que le Bahreïn, qui, moi je vois dans la région, a plutôt un rôle d'être un hub de tolérance, un modèle de tolérance, et avec ses imperfections, hein. Mais bien entendu qu'il y a des imperfections, mais quel pays n'est pas imparfait? Mais en tout cas, le modèle qui peut projeter, nous devons chérir et protéger cela, et surtout comprendre que si, par malheur, un jour le Bahreïn tombe dans l'escarcelle iranienne, ce ne sera que le premier domino. Le Bahreïn sera la première étape au niveau régional de la volonté hégémonique iranienne, mais ça ne sera certainement pas la dernière étape. Donc je voudrais saluer votre présence ici, Cheikh Abdallah, et j'espère que nous tous ensemble, chacun d'entre nous, on pourra apporter une petite pierre à l'édifice de la paix. Et en tout cas, merci à la scène pour cette invitation.